Bonjour à tous, bienvenue sur Temps Long, l'émission politique de Bismart, For Change et Décideur Magazine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Babot. Olivier Babot, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, président fondateur de l'Institut Sapiens et vous êtes le co-auteur avec Laurent Alexandre de cet ouvrage, paru aux éditions Buchet-Castel, Apprendre autrement à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est un livre intéressant qui est vraiment dans l'air du temps, qui est remue-ménage, intellectuellement charpenté, et qui parle en fait des conséquences de l'IA sur le monde du travail et sur notre formation, en filigrane aussi à toutes les conséquences de l'IA sur nos sociétés, notre psyché et surtout la démocratie. Ce qu'on va aborder aujourd'hui, vraiment le lien entre IA et démocratie. L'IA est-elle une menace pour la démocratie? La classe politique en a-t-elle conscience ou pas? Une première question qui est un peu bête, suite à votre livre, j'imagine que vous avez parlé avec certains responsables politiques français. Quels ont été leurs retours? Est-ce qu'ils ont pris la mesure du changement? Oui, à vrai dire, ça n'a pas daté de ce livre. Ça fait un moment qu'on échange, Laurent Alexandre comme moi, avec des dirigeants politiques, soit des candidats, soit des gens qui sont en poste, qui peuvent être au gouvernement, qui sont des parlementaires. Il y a, disons au moins, un degré d'intérêt qui monte de façon exponentielle depuis quelques mois, un degré de connaissance des enjeux, qui progresse de façon indiscutable. Là où autrefois, parfois, on est dans un sujet qui était très loin, c'était perçu comme étant quelque chose de très marginal, on a aujourd'hui, pour la plupart des gens, la conviction qu'il s'agit d'un vrai sujet. Maintenant, les conséquences, les effets à prendre en compte sont tellement vertigineux et la conséquence sur les programmes, c'est-à-dire la façon dont il faut envisager les choses différemment et les mutations que cette métamorphose de l'IA porte, sont tellement lourdes, elles font tellement peur qu'il est très difficile d'avoir autre chose en privé, alors en général de la compréhension, beaucoup de gens l'acceptent, quand ils le comprennent et quand ils voient l'espèce d'abysse qui s'ouvre, il y a très peu de moments, et on ne voit pas tellement pour l'instant, le moment où cette compréhension et cette prise de conscience va se traduire dans les programmes, dans les discours politiques. Donc elle reste peut-être quasiment d'ordre privé en fait. En tout cas, première étape, personne ne dit l'IA c'est juste un buzzword à la mode qui sera passé de mode dans quelques mois. Ça peut être le cas. On a pu entendre des ministres qui expliquaient que ChatGPT, c'était un perroquet stochastique il y a quelques années. J'ai l'impression aujourd'hui que plus personne sur l'échiquier politique ne nie l'importance de ces technologies et leur puissance. Maintenant, il y a aussi la question, pour paraphraser Lénine, que faire? C'est-à-dire que pour la classe politique, c'est difficile. Soit on est dans du laisser-faire, laisser-aller total, soit on essaye d'agir, mais comme l'IA change mois après mois, c'est très difficile en fait d'anticiper les choses. Oui, le risque premier, c'est d'une proposition en termes de « je vais vous protéger, je vais éviter les changements, je vais sauver les emplois ». On va essayer un tout petit peu de s'adapter, mais en général, c'est comme des propositions à l'européenne, à base de régulation. Donc tout de suite, c'est « oh là là, attention, il y a l'éthique, il va falloir qu'on reste maître chez nous, il va falloir interdire certains abus ». Et c'est sans doute des réponses qui sont tout à fait justifiées. Le problème en France et en Europe, c'est qu'en général, ce sont des réponses qui empêchent l'innovation elle-même, alors que dans d'autres pays, enfin comme évidemment aux États-Unis, très souvent on a une approche beaucoup plus pragmatique où on dit bon d'accord, on va inventer, on va innover, on va faire avancer les choses, on va être pragmatique de ce point de vue-là, et puis après on pensera aux régulations dans un deuxième temps. Voilà, nous on régule d'abord, ce qui fait qu'en général il se passe pas grand-chose. Nous sommes les spectateurs de cette révolution, comme on a été les spectateurs depuis les années 90 de tous les grands tournants technologiques. Justement, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, je cite, les Européens ont perdu la bataille de l'IA. Donald Trump, lui, a saisi les enjeux. Alors, qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour adapter son pays à la révolution IA? On se souvient que sa campagne a été faite non seulement avec Elon Musk, un des grands patrons de la tech, mais qu'il a réussi à retourner tous les patrons de la tech qui étaient très démocrates, à les retourner et faire qu'aujourd'hui ils soient tous derrière le pouvoir. Il faut se rendre compte que là où on a souvent l'idée d'entreprises qui sont des entreprises privées, qui se développent à partir de garages et qui arrivent à devenir des entreprises mondiales, on a en réalité depuis le début aux États-Unis, depuis même Internet, une sorte de continuité, un soutien de l'État,
l'État et un intérêt très marqué de l'État pour ces technologies dont ils comprennent bien qu'elles sont l'une des conditions de la domination économique et militaire à terme. C'est vrai que Elon Musk a une forme, pas libéralisée, mais en tout cas, a beaucoup favorisé un développement de ces technologies à marche forcée. Et donc, il y a une forme de laisser-faire, et même encore plus d'encouragement, de subventions, alors qu'ils peuvent parfois se révélé un peu problématique quand on a vu Anthropic a claqué la porte du ministère de la Défense. Mais enfin, il y a une volonté très claire de faire avancer ces technologies pour que les États-Unis restent les leaders. La réalité est que l'Europe, depuis les années 90, encore une fois, a loupé tous les tournants technologiques. Concrètement, quelles sont les mesures qui ont été prises par les États-Unis pour garder cette avance ? Ouais, je ne saurais pas les détailler exactement. Il y a une volonté de travailler avec eux et de ne pas entraver par des régulations a priori le développement de technologies, l'accumulation de valeur, l'espèce de concentration capitalistique qui est pas un problème vu des États-Unis. Ils se rendent compte qu'ils ont besoin de ces superpuissances et il y a une forme de protectionnisme. Alors c'est vrai avec l'espèce de d'attaque commerciale qu'a lancé évidemment Donald Trump et qu'on connaît dans tous les secteurs. Mais c'est vrai aussi pour une sensibilité plus grande à la capacité de souveraineté technologique, à la capacité à jouir des puces, d'avoir demain l'énergie pour arriver à avoir cette domination technologique. C'est ça, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont déclaré que la production de puces était un bien d'intérêt national. J'ai vu aussi que les États-Unis ont augmenté drastiquement leur production d'énergie, justement pour faire tourner les data centers. Ouais. Nous, en France, on en est loin. On n'a même plus d'ingénieurs nucléaires, par exemple. C'est un des drames parce que dans cette course à la technologie, on se rend compte que l'un des goulots d'étranglement, c'est l'énergie. Nous avons très longtemps, Emmanuel Macron, pendant 2 mandats, oscillé sur la question du nucléaire. Le premier mandat était finalement assez anti-nucléaire. En tout cas, il a laissé la voix la plus écolâtre parler. Il n'a pas voulu décider. Ces décisions sont arrivées, ces discours sont arrivés relativement récemment. Encore aujourd'hui, je crois qu'à l'heure où on parle, on n'a pas vraiment lancé les implantations et la construction des EPR. Et comme on sait qu'après, il va falloir au moins 10 ans, on se rend compte combien on va être très loin dans cette course, non seulement pour des raisons de brevets, pour des raisons de capacité technologique, mais aussi des raisons évidemment énergétiques. On a laissé mourir un des secteurs, enfin une des filières qui était une des filières dans lesquelles on était des meilleurs mondiaux, la filière de nucléaire, en termes de recherche nucléaire. On a tué Astrid, on a tué Super Phoenix, on a fermé ensuite Fessenheim. On met extrêmement longtemps à remonter la pente et on n'a en réalité pas encore vraiment commencé, même si moi je connais des jeunes qui se lancent dans le nucléaire et c'est bien parce qu'on se rend compte qu'il va y avoir des investissements et il y a du travail pour plusieurs carrières, mais malheureusement c'est trop tard. Voilà, c'est trop tard. Il faut le dire que nous ne sommes pas dans les temps pour arriver à avoir cette ressource énergétique dont on aura besoin pour tenter qu'on a les technologies d'ailleurs. En tout cas, pour développer la révolution IA, il faut des mesures politiques fortes. Et ce qui est intéressant dans votre livre, et un peu contradictoire, c'est que vous dites, je vous cite, que l'IA bouscule la notion de rente cognitive. Et je cite encore, aujourd'hui, il est moins nécessaire qu'avant d'étudier pour devenir quelqu'un. Et ça, c'est une rupture principale, c'est-à-dire que les élites, en elles-mêmes, n'ont peut-être pas forcément intérêt à développer l'IA parce que, finalement, leur prédominance peut être mise en cause, non ? Exactement, c'est-à-dire que l'ordre ancien était au moins assez clair. Vous saviez dans quoi il fallait investir, quelles études il fallait faire, dans quelles écoles il fallait tenter de rentrer pour vous créer une sorte de capital de rente, puisqu'un diplôme, vous donnez une rente. C'est même si c'est des discours, enfin si c'est des écoles de recrutement de la fonction publique, ça vous crée une rente à partir du moment où ça vous donne accès à un petit nombre dans lequel l'État va être obligé d'aller puiser pour avoir certains postes. C'est vrai pour les professeurs, c'est vrai pour les hauts fonctionnaires. Ce système, l'intelligence artificielle est en train de détruire cet ordre ancien de la rente, puisqu'il va rendre, disons, les compétences obsolètes plus rapidement, il va faire diminuer la capacité, le pouvoir des diplômes, et il va porter plus facilement au pouvoir des gens qui vont être peut-être moins scolaires et plus habiles, plus curieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre, il va falloir apprendre beaucoup, mais ce sont des gens qui vont avoir une capacité de complémentarité avec la machine qui leur sera donnée non seulement par la culture générale, mais aussi par leur curiosité
curiosité, leur flexibilité, ce qui n'est pas tout à fait les conditions qui suffisaient autrefois pour les élites. Donc naturellement, les élites y voient une forme de risque. Et d'ailleurs, quand on discute avec des gens, en particulier quand ils sont un peu plus âgés, on se rend compte parfois que ceux qui n'ont pas essayé, c'est pas seulement par une forme de mépris, ils n'ont pas essayé parce qu'ils ont peur en réalité de ces nouvelles technologies. Ils ont peur de constater que ces technologies peuvent arriver à produire des écrits ou des réflexions qui sont le fruit, eux, de leur travail, de leur apprentissage. Voilà, ils ont travaillé, ils avaient fait des années d'études pour arriver à maîtriser ces savoirs-là. Il y a un truc, c'est quelque chose que autrefois les gens, les CSP+, et disons que les travaux de la tête, pour prendre la typologie de Goodhart, la tête, la main et le cœur, ces gens-là ne connaissaient pas. Jusque-là, nous n'étions pas, je dis nous parce qu'effectivement j'en fais partie, nous n'étions pas attaqués par la machine et nous regardions les travaux de la main se faire remplacer depuis 2 siècles, un peu avec compassion, peut-être avec mépris, et comme Marie-Antoinette, qui mange de la brioche, n'est-ce pas? Ils n'ont pas de pain qui mange de la brioche, mais formez-vous, mon brave. C'était un petit peu l'idée qu'on pouvait donner aux ouvriers qui se faisaient remplacer depuis le ludisme, etc. Or, aujourd'hui, ça y est, pour la première fois, je dis aujourd'hui, ça fait environ au moins 3 ans et demi depuis l'arrivée de ChatGPT, les premiers des IA génératives et de ces développements qui nous concernent plus. Aujourd'hui, nous sommes concernés directement par des technologies qui attaquent notre savoir, la capacité à analyser des choses complexes, à faire des synthèses, à produire de la réflexion, des choses qui autrefois étaient notre chasse gardée exclusive. Donc menace pour les sachants qui pourraient ériger des barrières technologiques. L'une des tentations, c'est d'ériger des barrières pour les meilleures raisons du monde. C'est dans le livre avec Laurent Alexandre, on décrit ça comme le risque du mur de Berlin numérique. Le mur de Berlin, on l'a édifié quand la différence de prospérité entre l'Est et l'Ouest est devenue trop évidente et le nombre de gens qui voulaient passer de l'Est vers l'Ouest, beaucoup plus rarement de l'un vers l'autre, de l'autre vers l'un, enfin de l'Ouest vers l'Est, a été trop fort. Donc on a mis un mur. Le risque, c'est que nous, petit à petit, on mette des murs. On voit les économistes expliquer que si la fiscalité trop dur chez nous, alors, il faut arrêter les gens à l'aéroport. On va revenir sur cette notion de mur un peu plus tard dans l'interview, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, donc, première raison d'ériger potentiellement un mur, les élites qui sont menacées. Oui. Mais il y a aussi toutes les classes moyennes qui peuvent être menacées. C'est-à-dire que le but de base d'une démocratie libérale, arrêtez-moi si je me trompe, mais on a des classes moyennes qui investissent dans les études, qui investissent dans leur vie professionnelle pour grimper dans l'échelle sociale. Oui. Aujourd'hui, si les études ne servent plus à grand-chose, et que l'IA peut nous remplacer au quotidien pour faire des PowerPoint, des tableurs Excel, finalement, on risque d'avoir toute une classe moyenne déclassée. Oui. Or, l'histoire montre que c'est le déclassement des classes moyennes qui conduit à la révolution. Donc, d'une certaine façon, est-ce que ce ne serait pas potentiellement possible de brider l'IA pour préserver la démocratie ? C'est exactement l'idée du mur de Berlin numérique, c'est-à-dire, on pourrait appeler ça l'hypothèse ou le scénario de l'amichisation, si vous voulez. Comme les Amish, on va décider d'être une sorte de zone exclue de l'évolution du monde, où on va faire des barrières et vivre entre nous dans une technologie. Alors les Amish, c'est celle du 19e siècle, ils ont estimé que c'était la bonne, et à partir de maintenant, il ne fallait pas aller plus loin. Eh bien nous, on resterait dans la technologie, mettons, de 2020, par exemple. C'est, à mon sens, évidemment, une hypothèse qui est suicidaire, parce qu'on ne peut pas imaginer s'enfermer derrière des barrières et créer une sorte de village gaulois qui soit séparé de l'évolution du monde. Vous allez forcément avoir toutes les forces vives qui vont partir et la pression extérieure qui sera bien trop dure. Ça ne veut pas dire qu'il va pas y avoir un grand problème du point de vue des classes moyennes. Ce problème, il avait déjà commencé. La disparition des classes moyennes préexistait au développement de l'IA. Ça fait longtemps qu'on observait que vous avez dans les années 70 à peu près 3 Français sur 4 qui avaient à peu près les mêmes modes de vie. Cette grande société de classe moyenne dont parlait Giscard d'Estaing à l'époque. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans une société qui devient une société en sablier, avec peu de gens au milieu et des extrêmes, et donc une solution de continuité, une difficulté d'aller de l'un à l'autre. C'est vrai depuis longtemps, et ça a été documenté aussi aux États-Unis. Un livre qui s'appelle Getting Apart, je crois, ou Coming Apart, qui explique justement que la société américaine, qui était très homogène, est maintenant une société qui est en fait très duale.
Et la technologie est en train d'augmenter cette polarisation. C'est-à-dire qu'elle va rendre beaucoup plus difficile la progression sociale parce que les règles du jeu vont être déjà plus brouillées, vous ne savez plus très bien ce qu'il faut faire. Là, autrefois, au moins, il suffisait d'avoir des diplômes, ça pouvait être difficile, mais vous saviez quelle était la route. Hein. Alors que maintenant, c'est de plus en plus compliqué, ça va être surtout de plus en plus exigeant. C'est-à-dire que l'exigence cognitive pour réussir au XXIe siècle va être plus forte. Donc probablement la prime à ceux qui sont déjà dans les classes supérieures, ceux qui ont déjà des dotations cognitives, dotations en culture générale, une aisance vis-à-vis de l'apprentissage, tous ces gens-là vont être accélérés par la technologie, ils vont pouvoir utiliser la technologie comme un levier, alors que la technologie a cet effet polarisant qui fait que pour ceux qui en sont loin, ils vont être de plus en plus loin. Ça aussi, c'est un paradoxe de l'IA, c'est-à-dire qu'on nous dit que les révolutions techniques permettent ce que Vilfredo Pareto, je crois, appelle le renouvellement des élites. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, les soft skills nécessaires pour maîtriser l'IA sont déjà l'apanage des classes supérieures. Donc, est-ce que d'une certaine façon, l'IA ne va pas empêcher l'émergence de nouvelles classes moyennes et de nouvelles classes dirigeantes? Oui, on a même une crainte encore plus forte, hein. C'est l'idée de la cristallisation de la roue de l'histoire. Comme vous l'avez bien dit, quand on regarde l'histoire, les élites, alors il y a une forme de continuité, mais les élites, effectivement, arrivent à se renouveler. Il y a de nouveaux paradigmes qui font que il y a d'autres, comme il y a eu la bourgeoisie, la Révolution française, la bourgeoisie industrielle qui a pu émerger contre l'Ancien Régime. Et là, l'une des hypothèses terrible, hein, ce serait que justement, l'IA cristallise les positions sociales, pour toujours. C'est-à-dire qu'enferme les gens, la capacité à changer de classe sociale, à s'élever, qui était déjà probablement pas évidente, va être encore plus difficile, puisque quand vous allez être armé d'espèces d'exosquelettes IA qui va vous rendre plus fort, vous êtes infiniment plus fort. Et encore cette idée de polarisation, ou on pourrait dire aussi d'économie en quart, hein, ceux qui sont enfoncés infiniment, sont de plus en plus loin de ce monde, sont enfermés dans la société, la captation de l'attention, du divertissement, de l'atrophie cognitive. Ceux qui l'utilisent comme un levier deviennent des entrepreneurs qui vont gagner des millions avec une concentration de plus en plus grande du pouvoir. C'est une des possibilités, c'est un des scénarios dans ce qui est en train de se passer. Oui, d'ailleurs, c'est une sorte de malentendu collectif qui ressort d'ailleurs dans votre livre, quand on nous dit, vous voyez, en fait, on n'a même plus besoin d'aller à la fac pour avoir des postes importants, il suffit de se former avec l'IA. Et vous citez dans le livre beaucoup de cas aux États-Unis de gens qui ont quitté Stanford, Harvard ou le MIT pour se lancer. Le nec plus ultra aux États-Unis, c'est d'être un drop-out, c'est-à-dire avoir réussi le concours. C'est ça. Et puis, une fois que tu es arrivé à Harvard, tu te rends compte que tu perdais ton temps, tu as mieux à faire et tu allais devenir milliardaire à 24 ans. Sauf qu'il faut réussir le concours. Exact. Il faut d'abord réussir le concours. C'est un peu si quelqu'un, je sais pas, rentrait à l'X ou à HEC ou à Normal et puis après décider d'aller faire autre chose, ce qui n'est pas d'ailleurs totalement sans exemple, ce qui pourrait avoir du sens. Mais surtout, finalement, la grande erreur qu'on fait aujourd'hui avec l'intelligence qui serait gratuite et accessible à nous tous dans nos poches aujourd'hui. C'est l'erreur qu'on a pu faire au début d'Internet. Vous savez, pendant très longtemps, la différence de diffusion du savoir était liée, on le pensait, à la différence d'accès. On pensait que c'est parce que les gens n'avaient pas accès. C'était cher, le savoir était cher. Avoir accès au savoir, ça demandait d'avoir accès aux endroits de formation. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu que tout le monde ait accès, et c'était normal, à l'école. Et puis, avec Internet, on s'est rendu compte que l'accès était devenu à coût marginal zéro. Tout le monde a accès à toutes les œuvres d'art du monde, à toute la littérature du monde, à tout le savoir du monde à coût marginal zéro, à un clic de distance. Sauf que l'accès ne fait pas l'usage. On s'est rendu compte que le savoir n'était pas mieux diffusé depuis que tout le monde était à un clic de distance, parce que malheureusement, on pouvait aller voir toutes les bêtises du monde et que c'était probablement plutôt les erreurs avec des chiffres qui fera dans le dos, hein, sur le nombre de Français, 9 sur 100 qui croient que la Terre est plate. Hein, et chez les jeunes, c'est 1 sur 5. Donc les platistes. Donc toute la bêtise du monde, c'est encore plus diffusé. Et bien on a fait la même erreur avec l'intelligence. Croire que parce que j'ai Claude dans ma poche, je suis plus intelligent, malheureusement, est une erreur. C'est peut-être au tout début un petit vernis d'intelligence qui va me permettre de faire un PowerPoint plus rapidement, mais en réalité, à la fin, le drame est tout simple et il s'exprime de façon extrêmement simple. Il faut être intelligent pour utiliser l'intelligence. Donc ce que vous dites dans le livre, c'est qu'il ne faut pas désespérer Normal Sup, mais d'une certaine façon, Normal Sup n'a pas forcément à s'inquiéter. Oui, en tout cas, il y a une partie des gens qui vont avoir du mal à s'adapter à ce nouveau paradigme, mais une partie, probablement, comme vous l'avez dit, les
les qualités qui vous faisaient dominer autrefois sont grosso modo celles qui vont continuer à vous faire dominer. Voilà. Même si vous étiez seulement scolaire, il va falloir avoir un peu plus probablement de capacité à évoluer, peut-être de flexibilité, mais globalement c'est ça. C'est ce qu'on appelle en sociologie l'effet Mathieu. L'effet Mathieu, c'est à celui qui a, on lui donnera et il aura en abondance, et celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. C'est-à-dire cet effet polarisant terrible. Eh bien, c'est la même chose. Celui qui avait déjà beaucoup, qui avait déjà plein de ressources, avec l'incroyable puissance de l'intelligence artificielle, il va pouvoir utiliser cette intelligence et être encore plus productif, aller encore plus vite, pouvoir monter une entreprise sans salariés. C'est Sam Altman qui disait la $1 billion company, donc valoriser $1 milliard de dollars sans employés va bientôt être possible. Il le disait il y a 1 an et demi. Maintenant, ça y est, c'est possible. Apparemment, la première a déjà lieu. Vous avez un créateur qui orchestre des IA avec des agents IA. Vous n'avez plus besoin de personne. Et donc, ces gens qui ont l'agence, en quelque sorte, qui ont la capacité d'initiative d'agence, vont arriver à être infiniment créateurs de valeur, là où ceux qui ne le sont pas vont être peut-être infiniment dépendants et infiniment passifs, quelque part. Donc il y aura toujours des élites qui seront d'une certaine manière celles qui existent déjà aujourd'hui. Ouais. Là où il y a de la casse, en fait, c'est dans les classes moyennes, ceux qui, dans les entreprises, font des écoles de commerce moyennes pour faire des PowerPoint, des tableaux Excel. Alors eux, d'après vous, ils risquent de se prendre la révolution IA en pleine face. Comment faire en sorte qu'ils restent fidèles à la démocratie, à la société, et qu'ils ne soient pas dans le ressentiment? Alors sur le constat, oui, c'est-à-dire que probablement c'est les lignes hiérarchiques intermédiaires qui vont pouvoir être supprimées grâce à l'IA. Ce sont déjà eux, encore une fois, qui souffraient en fait depuis assez longtemps. Vous allez aussi avoir des élites qui vont... en fait, ça sera une élite probablement encore plus concentrée en termes absolus. Et donc, une partie des élites qui vont déchoir, en quelque sorte, et beaucoup de mal à se positionner à la classe moyenne, puisque, en fait, en réalité, vous serez attiré vers le bas très rapidement. La conséquence politique, elle est terrible. Et je ne suis pas sûr d'avoir de réponse, mais nous allons vers une insatisfaction, même un ressentiment vis-à-vis d'un système. Quand on imagine que demain, l'économie ne vous donne pas la capacité non seulement de progresser socialement, mais même la capacité de vivre concrètement. C'est quasiment ce qu'on voit déjà, des gens qui ont fait des études moyennes, pas extraordinaires, même d'ailleurs parfois des très beaux diplômes, qui ont du mal à gagner de l'argent, avec en plus un coût de l'immobilier qui a explosé, et qui font qu'ils ont une capacité dans la vie, des perspectives dans la vie qui sont absolument pas celles de leurs parents. Créer une famille, acheter vraiment un appartement, est devenu absolument hors de portée. Ça crée un ressentiment. Ce ressentiment, il se traduit dans la demande électorale, une demande en général pour de la protection et pour des promesses qui sont malheureusement pas toujours tout à fait viables. Et justement, quand on regarde les statistiques électorales, c'est ces classes moyennes-là, instruites, en ascension, qui votaient pour les partis stabilisateurs, c'est-à-dire les sociodémocrates ou le centre-droit. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement que cette révolution IA amène au pouvoir, donc vous parliez de partis amish, mais des partis qui vont être vraiment extrémistes et qui vont vouloir réguler l'attaque? La réponse est oui, totalement. En tout cas, chez nous, on pourrait aller vers cette idée-là. Vous avez une demande très forte pour de la protection, des promesses autour d'une forme de retour au monde d'avant, et évidemment de l'espoir. Et cet espoir, il peut être vendu beaucoup à travers la protection. L'autre stratégie électorale, ça pourrait être de vendre le monde d'après, le monde où on va pouvoir embarquer tout le monde, où on va créer de la valeur. Il est peut-être pas tellement plus facile, il est considérablement plus difficile à vendre, il n'est pas plus facile d'ailleurs à mettre en place. C'est peut-être un peu plus la pratique quelque part américaine, avec de plus en plus cette idée qui montrait, qu'on appelle aussi les lumières noires, cette espèce de post-lumière où on dit que dans un monde hyper technologique, la démocratie n'est plus un système adapté, et donc il faut en venir à une sorte de système où le dirigeant serait une sorte de CEO élu, mais qui ne soit responsable que devant le peuple, et donc avec une vision des institutions qui soit plus du tout celle des check and balance, de l'équilibre des pouvoirs à la Montesquieu, et donc aussi la croissance. Ça peut faire peur, ça. Mais ça doit même faire peur. Donc justement, est-ce que ce scénario, vous l'évoquiez avec quelques mythes, le scénario Amish, d'après vous, c'est une probabilité à moyen terme?
Je crois que on peut vouloir mettre en place une stratégie Amish, mais je pense qu'elle est tellement faible, elle est tellement difficile à tenir, que assez rapidement, tout va craquer de tous côtés. Parce que ce scénario Amish, il va aussi se traduire. Ne pas oublier que les Amish, ils disent OK parce qu'ils vivent dans une extrême limitation de leurs besoins, hein. Or, le paradoxe, c'est que nous, on ne veut pas du tout vivre comme les Amish. On veut être protégé comme les Amish peut-être, mais on ne veut pas vivre comme les Amish. On veut les nouvelles technologies, on veut les avantages que ça nous procure. Et donc, à un moment donné, il arrivera un hiatus entre la protection dont on veut bénéficier, la croissance qu'on veut assumer et donc les efforts qu'on veut faire, en particulier de travail pour y arriver, et puis la réalité de notre consommation. Donc, assez rapidement, on tournera au scénario du mur de Berlin numérique où on va être tellement pauvre que qu'on n'aura plus les moyens de la redistribution, que tous les gens créateurs de valeur, on sera dans la grève à la Ayn Rand, vont partir, comme c'est d'ailleurs de plus en plus le cas. Et donc, il y aura une explosion naturelle liée à la capacité du système à se financer, en fait, en réalité. Alors, dans ce cas, il y a l'autre scénario qui serait le scénario anti-Amish. On accompagne, on développe la révolution IA. Oui. Mais est-ce que dans ce cas-là, il n'y a pas un risque, je ne sais pas comment l'appeler, mais de société Potemkin, c'est-à-dire que c'est l'IA qui fait tout le travail à forte Ouais. valeur ajoutée. Ouais. Et en fait, nous, on continuera à travailler, mais des métiers qui, dans les faits, ne serviront à rien, seront remplaçables. Ouais. Et donc, en fait, ouais, c'est une sorte de théâtre. Est-ce que c'est pas un futur Bien probable? sûr. Alors, c'est un futur possible, c'est pas le pire des scénarios, hein. Dans le livre, on l'évoque, hein, c'est ce qu'on appelle le grand CAT. Vous savez, un centre d'aide par le travail, c'est un centre où le travail ne vaut pas tellement pour la productivité, qui est assez mauvaise, mais en réalité par la dignité que le travail donne. Si on regarde bien, dans notre économie, il y a déjà une bonne partie de l'économie qui n'est pas du travail qui apporte vraiment de la valeur. Même dans les grandes entreprises, vous avez une partie des gens qui ne sont pas très actifs, vous avez probablement dans l'administration locale une partie des emplois qui ne produisent pas énormément de valeur, mais qui produisent de la valeur pour les gens qui y travaillent et qui donnent une sorte d'occupation aussi, un peu comme dans une association, vous pouvez vous occuper ad libidum, faire des réunions, ça fait partie d'une forme de vie sociale que vous pouvez créer. Donc on peut tout à fait imaginer un scénario où les machines produiraient la prospérité, et nous continuons à nous occuper de plein de façons différentes, soit en nous illusionnant, soit en nous illusionnant pas du tout. Mais donc ce serait une société Potemkin, mais une société Potemkin qui ne soit pas seulement pour nous tromper, mais qui soit volontairement mise en place parce que nous avons besoin du spectacle et de l'occupation de la vie sociale. Parce que la question derrière est terrible. Si les emplois disparaissent, parce que c'est comme ça dont on parle, hein, si la capacité à être utile pour la société économiquement disparaît, à quoi va-t-on employer notre vie ? Et c'est cette question terrible que Keynes avait déjà évoquée dès les années 30. On ne peut pas voir arriver la société du loisir sans effroi. Et je crois, moi, et j'en avais parlé dans mon livre qui s'appelle La tyrannie du divertissement, que l'un de nos principaux problèmes à terme, c'est d'occuper notre temps libre. C'est que faisons-nous dans une vie où 90%, c'est déjà le cas, de notre temps éveillé et du temps disponible. Il nous reste 1 minute, mais moi j'ai une question que je voulais vous poser qui m'a un peu turlupiné dans le livre. C'est la question des syndicats. En fait, vous expliquez que les syndicats vont devoir totalement changer leur façon de penser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils disent aux gens, les patrons n'ont pas exploité les salariés, mais à moyen terme, ça peut être pitié, laissez-nous travailler, c'est ça? Oui, d'ailleurs, c'est déjà le cas. Les syndicats sont extrêmement gênés parce que jusque-là, le logiciel, hein, c'était celui de l'exploitation de l'homme par l'homme et la capacité, la nécessité pour le salarié de résister à cette exploitation. Qu'est-ce qui se passe dans un monde où le problème, c'est que le patron n'a plus besoin de vous exploiter du tout? La forme nouvelle de l'exploitation vient de votre inutilité, comme dirait Harari, hein. Et donc, dans ce monde où vous avez des formes de Dieu et d'inutiles, qu'est-ce que vous revendiquez? Est-ce que vous allez revendiquer l'exploitation ou quelque part vous satisfaire de cette non-exploitation en négociant en quelque sorte les conditions? Voilà, donc c'est une des questions compliquées qui se posent aujourd'hui pour les syndicats. Merci beaucoup Olivier Babot. Je conseille à tous les gens qui regarderont cette vidéo la lecture de ce livre, Apprendre autrement à l'ère de l'intelligence artificielle. Ne faites plus d'études. En réalité, c'est un titre qui conseille quand même de faire des études, hein. Voilà. Merci. D'apprendre, en tout cas, d'apprendre, de développer des soft skills, d'être curieux. Donc voilà. Merci beaucoup, Olivier Babot. Merci.